Je suis docteur en sciences, en biologie moléculaire. Dans cette science, nous sommes bien dans la transmission et dans la transmission forte. Je suis également parent d'élèves. J'ai fait un acte de transmission aujourd'hui. Je suis venue avec ma fille Alexia, qu'elle comprenne l'avenir qui l'attend. C'est un prénom grec, c'est pas par hasard. Et je suis venue avec ma maman également, que je remercie d'avoir oublié et rangé ses livres de philosophie et de psychanalyse dans ma chambre lorsque j'étais enfant. Je suis venue soutenir votre action. Alors, je travaille dans un laboratoire. J'étais bien tranquille dans mes éprouvettes, dans mes petits tubes. Je vivais ma vie de parent et d'ingénieur-chercheur très tranquillement. Je suis engagée en politique depuis 2014. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis engagée. Je suis venue soutenir votre action en faveur d'une école forte, d'une instruction publique solide et à l'abri des pouvoirs. Alors, quelle séquence d'événements a bien pu me conduire à vous ici aujourd'hui ? Nous avons intitulé mon intervention ma langue, ma patrie, d'une langue à l'autre, histoire de transmission et de rencontre. Peut-être que certains termes vont vous surprendre, mais c'est un cheminement qui m'a bien amené jusqu'à vous. Et je suis très intimidée de parler devant des professeurs de lettres, parce que je garde des souvenirs impressionnants des analyses grammaticales à l'école. Vous allez être surpris. Je suis sortie un temps de mes éprouvettes et de mes laboratoires. C'est suite à cette nouvelle série d'attentats qui a commencé. Nouvelle parce que j'ai bien connu, j'ai en mémoire encore celle de 87 et qui a suivi. C'est en essayant de comprendre ce qui amenait notre jeunesse, j'ai bien dit notre jeunesse, à prendre fait et cause pour un levant qui ne lui est rien. Puis ensuite, en découvrant les colonnes de réfugiés traversant l'Europe, que je me suis interrogée sur notre devenir. L'ancrage, je ne parle pas d'intégration, je parle bien d'ancrage au sein d'une mère patrie par une langue, en l'occurrence le français. Cet ancrage se transformait en fins cheveux d'ange, se rompant et nous laissant errants à la merci de tous les vents, loin du rêve de la France des Lumières. Pourtant, cet ancrage, et je ne vous parle toujours pas d'intégration, a pu être fort. J'appartiens à la génération que j'aime appeler la génération Douce France, non pas celle de la chanson de Charles Trenet, mais celle de la reprise par le groupe Carte de Séjour. Apprendre le français, étudier notre littérature, c'est bien, où que vous soyez dans le monde, qui que soient vos parents, c'est un peu devenir français, partager cet amour infini de la liberté, faire l'expérience du cheminement d'une nation à travers les âges, c'est être tout à la fois héritier très latin, assurément franc, gentilhomme, et finalement révolutionnaire et pris d'égalité. Apprendre le français, c'est finalement avoir en commun quelque chose avec Montaigne, Chateaubriand, Jacqueline de Romy, De Gaulle, comme Jaurès. La francophonie résonne pourtant loin dans ce monde. Des générations de locuteurs se sont transmis notre langue et nos espoirs. Un jour, enfant, loin de ma mère patrie, dans une Alexandrie qui m'était encore étrangère, un voisin d'origine syrienne, comprit mon désarroi et me prêta ses livres. C'était un ancien élève de l'école Saint-Marc d'Alexandrie. Il me confia ses précieuses bibliothèques vertes. Ouvrage bientôt destiné à un autodafé, car dans les aventures du Club des 5, il y a non seulement du passé simple, mais aussi des filles intrépides. Ainsi, avec quelques pages, un parfum de France venait à moi dans les mains d'un Égyptien d'origine syrienne et francophone. Il y avait à Alexandrie et au Caire de nombreux francophones. Un de leurs héritiers, aujourd'hui, écrit « Je dis M » du Sphinx dans mon rimeur. Paris au fil du cœur. J'espère que vous le reconnaîtrez. Il a lui-même été nourri par l'auteur d'Anne, ma sœur Anne, si tu voyais ce que je vois venir. Tous deux bercés par André Chédid, qui a écrit Le sommeil délivré et une œuvre si colossale que je n'ai pas pu la lire dans son intégralité. Il y avait donc de nombreux francophones à Alexandrie et au Caire et nombre de polyglottes, dont mon petit frère qui aurait pu être présent, est un digne représentant bien vivant. Sa langue maternelle, l'arménien, sa langue du quotidien, c'est l'arabe, la langue de son instruction, le français, la langue de son métier, c'est l'anglais, et je ne parle pas de ses amours en espagnol. C'est bien en français, pourtant. Lorsqu'il cherche ses mots, lorsqu'on cherche fébrilement ses clés,
C'est bien en français qu'ils trouvent de quoi jurer, additionner, compter et aussi, il faut bien le dire, de quoi revendiquer. C'est une langue curieuse, porteuse de germes qui s'enracinent et créent des mondes nouveaux. C'est aussi pour cela qu'il faut la défendre et défendre à travers elle les enseignants de lettres classiques et les mondes qu'ils peuvent nous ouvrir. Mon frère est donc un pur produit de l'école de la République, celle des Français de l'étranger, qui a été en son temps bien défendue. Il a eu son compte d'analyse grammaticale, de dictée, d'accords des participes passés. Cela n'a rien d'insurmontable. Soyez-en sûrs, un lettré en arabe, ce qu'il est aussi, un lettré en arabe classique n'est pas à un accent circonflexe près. Il est loin de la simple sensation du pluriel, puisqu'il maîtrise le pluriel et aussi le duel. Si l'enseignement de qualité est possible, si la transmission se fait, c'est bien parce que les professeurs savent créer autour de leur classe des bulles d'espace-temps, des instants de grâce. Des instants de grâce comme ceux que l'on pu ressentir, ma génération pu ressentir à la lecture du texte Albertine disparu, aux nuances d'aquarelle, celle de l'infini chagrin qui marqua aussi ma génération à l'épreuve du bac de français de l'année 86. C'est une année passée à écouter les cours de Madame Kilissi, elle-même héritière de Jacqueline de Romilly, qui nous racontait l'aura de cette dernière et cette magie qui régnait pendant ses cours, sa finesse et sa bienveillance qui ont façonné une génération, plusieurs générations d'élèves. Voilà bien quelque chose qu'aucune classe inversée ne saurait donner, cette transmission et cette transmission de la grâce. Le jour du bac de français fut une journée magnifique. Arrivée devant l'examinatrice, je tendis ma carte d'identité française. Mais devant moi, 2 jeunes filles tendirent leur carte de séjour. Nos regards se croisèrent. Avions-nous usé ensemble les bancs de Louis le Grand au cours d'arabe classique, houspillés par une prof syrienne, encore une, qui nous lançait des volées d'accents virevoltants, nous reprochait d'écorcher nos déclinaisons et de parler l'arabe comme des paysans. Rien n'était moins sûr. Ces jeunes filles avaient leur carte de séjour. Mais pouvait-on avoir étudié la littérature française et ne pas être français ? Notre génération était pourtant celle qui avait chanté « Douce France » et non pas celle qui chanta plus tard « J'irai mourir là-bas », la chanson du Studio 113 qui parle d'un voyage d'été. Cette année-là, nous avions écrit des kilomètres de fiches de lecture, de dissertations. Plus tard, je leur fis succéder des thèses et des articles avec un plaisir, dans une euphorie que je souhaite aux générations futures. Sous la houlette bienveillante de professeurs amoureux de leur langue. Cette joie d'écrire et de dire, la maladie, vous parliez d'Alzheimer, la maladie l'apportera peut-être un jour avec ma mémoire, comme elle tente avec l'âge de m'arracher quelques accords. Décorner mon pécule orthographique. On voudrait donc tenter de priver nos enfants de leurs moyens d'expression, de ce qui fera d'eux vraiment des citoyens libres. Hier, recruté, je n'ai jamais été en retard d'une lettre. Mais quels rêves ont-ils promis aux enfants qu'ils nous envoient aujourd'hui, seuls, orphelins d'orthographe, apatrides de syntaxe. Des lettres sans ordre qui nous laissent envisager des esprits brouillons, des âmes sombres. Les portes de l'emploi se referment, laissant sur le seuil des générations dont l'instruction va être négligée. Notre époque ne rêvera-t-elle plus en lisant Chateaubriand ? Ne sourira-t-elle plus en lisant sa pire ennemie qui, d'un trait acéré, décrivait les travers, ses manies d'écolier ? Il ne nous resterait plus que 140 signes pour nous exprimer. Pourtant, nous souffrons d'une boulimie de l'écrit et des normes. Vous parliez de l'entreprise, mais l'hyperphagie kafkaïenne qui nous fait écrire, générer des normes, des référentiels, des documentations, des procédures, des mails d'assurance qualité, des cahiers des charges, cette hyperphagie trie inéluctablement lettrés et illettrés dans le monde du travail. J'en étais là de ma réflexion lorsque les attentats avaient repris. Explorant Twitter, je cherchais des idées et des réponses devant l'évidente fragilité de notre sentiment d'appartenance. J'y ai trouvé ma génération, débattant, argumentant. J'ai trouvé une Myriam Benrahad, spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient, qui faisait ravaler à Daesh ses fautes d'orthographe et ses fautes d'accord dans leurs communiqués. J'en ai trouvé bien d'autres qui nous faisaient partager leurs rêves
leur rêve de représentants élevés dans une université imprégnée d'humanité. Ils ont tous deux bien avalé des dictées, des accords et encore des participes passés. En maîtrisant parfaitement le français, s'être construits dans l'analyse, la lecture critique, ils se sont donné une chance de devenir architectes d'un avenir commun, bâti sur la réflexion et l'empathie, l'altruisme. Je me dis qu'elles ont germé les graines de l'indépendance semées par des Lafayette et d'autres. S'il faut redonner sa place à l'analyse grammaticale, s'il faut redonner un sens à ce monde, alors il faut redonner leur place au latin et au grec dans nos écoles. Si je n'ai pas été une latiniste assidue, mes professeurs de français ouvraient des fenêtres sur ce monde. Toute à mon idée de trouver des liens communs, j'ai rencontré des associations comme Arrête ton char. Et j'ai pris conscience de la révolution pédagogique en marche avec la réforme du collège, avec d'autres mouvements en cours. Et à ceux qui se contenteraient d'une sensation de pluriel, avares de quelques accents, je dis qu'ils ne trouveront aucun oriental pour les soutenir quand l'illettrisme est par ces cultures tenues en horreur. La disparition annoncée du latin et du grec, orchestrée par ceux qui ont bien mesuré qu'ils pourraient faire naître quelques enfants dissidents qui finiraient par réciter du Shakespeare, opposant toutes les fines nuances de l'âme humaine à un monde efficient. Ils ont bien raison de s'attaquer au latin et au grec. Nous allions relire Alcibiade et ses affaires. Lire les anciens, c'est à un jeune âge prendre conscience de sa place dans la succession des générations. C'est découvrir que notre époque, technologiquement arrogante, n'a rien inventé. À qui s'indignera de voir un enfant ou un collègue dans le monde du travail ostracisé pourra relire Alcibiade et comprendre comment l'ostracisme pouvait devenir un moyen de régler des comptes entre les factions. Vous parliez du monde du travail, eh bien, qui disait que la lecture des anciens était une ressource ? Eh bien, je suis en plein dedans. L'ostracisme, c'est vraiment l'exemple le plus parlant que j'ai pu trouver récemment. Jacqueline de Romilly nous explique parfaitement comment différents partis ne pouvant faire la différence, différents partis politiques ne pouvant faire la différence par leur talent, finirent par se lancer des affaires pour se discréditer. Le stratagème semble fonctionner encore au grand détriment de la démocratie qui sera perdante. Nous n'avons donc rien appris, comme un bateau détaché de tout amarre irait à la dérive. J'ai voulu transmettre à mon tour à mes enfants les histoires de l'Iliade, de l'Odyssée, des encyclopédies, mais les pages de mes livres sont comme effacées. Le passé simple envolé, nous laissant quelques temps imparfaits. Les ouvrages pour la jeunesse sont réédités et les anciens ouvrages introuvables. C'est un constat de parents. De ces mémoires, vous êtes vous, professeurs les gardiens. De ces exigences, ne perdons rien, les emplois de demain n'existent pas encore. Il appartiendra aux citoyens que vous instruisez de les inventer, faute de pouvoir résoudre la dette abyssale que nous leur léguons. N'y ajoutons pas le vide intersidéral d'une instruction bâclée, qu'une jeunesse qui restera avide de rêves trouve la ressource morale pour construire de nouveaux âges d'or. Armons nos citoyens contre de faux messies qui, voulant leur faire l'ange, leur feront faire les bêtes. Je défends donc le maintien d'une instruction publique de qualité, seul véritable héritage que ma génération pourra transmettre. Et soyez-en sûrs, si venant d'un monde civil, si ayant quitté mon train-train quotidien, je suis venue jusqu'à vous aujourd'hui, je pense que d'autres citoyens s'engageront au niveau politique, sans doute au niveau local, pour porter aussi ce message et persuader de l'absolue nécessité de revenir à un enseignement humaniste et exigeant.